Mon cher confrère, monsieur l'orateur, mon très cher Anthony, l'amitié que je vous porte s'effraie de la banalité des superlatifs élogieux, compliments commodes, ou trop souvent s'enferme d'indifférentes louanges. C'est ainsi que le 21 novembre 1936, Maître Robert de Smet, président de la conférence, débuta sa réplique à Maître Raymond Schuller, orateur de rentrée. Ce sont ces mêmes mots que le 19 novembre 1976, Maître Xavier Magnier, oui vous, Maître Magnier, président de la conférence et ancien bâtonnier, vous avez emprunté lors de votre réplique à Maître Émile Knops, orateur de rentrée. C'est ainsi très naturellement que 90 ans plus tard, je vous devais aussi ces premiers mots, monsieur l'orateur. Ces mots qui gagent d'une histoire perpétuelle, celle de l'amitié inébranlable qui doit lier tout président à son orateur de rentrée et qui lieront les générations futures. Cela étant dit, soyez tout aussi sûr, mon cher ami, que je n'ai jamais eu peur des superlatifs lorsqu'il s'agit de flatter à raison votre esprit. Je n'aurai donc aucun mal à y recourir pour discourir de votre prestation. Car, monsieur l'orateur, je tiens à le dire, vous nous avez livré aujourd'hui une autopsie magistrale. Vous nous dites, le justiciat est un bunker déshumanisé, je vous réponds, vous avez raison. Vous nous dites, la consécration de la jurisprudence antigone banalise les preuves illégales, je vous réponds, vous avez 1000 fois raison. Vous nous dites, cette justice 5 par 5 déshumanise les condamnés, je vous réponds que votre formule restera gravée dans nos mémoires. Permettez-moi d'ailleurs une légère incise, une confidence, puisque nous sommes entre nous, monsieur l'orateur. En vous écoutant, j'ai tout de suite pensé à mon premier passage au Justicia. Et comme vous, j'y ai cherché partout un buste, une statue, un symbole, quelque chose de grandiose, peut-être d'extravagant, mais rien. À mon grand désarroi, j'y ai trouvé uniquement un distributeur de sucreries et une machine à café en panne. Voilà donc pour les symboles de la justice, monsieur l'orateur, et concernant la pause café, nous repasserons. L'État n'a rien d'autre à nous offrir qu'un vulgaire diabète de type 2. Mais recentrons-nous sur le fond de votre discours. Avec la précision du légiste et l'éloquence du poète, ce qui, convenons-en, ne court pas les prétoires, vous avez disséqué chaque pathologie de notre système. Vous avez démontré comment l'État pénal broie les droits fondamentaux. Vous avez déploré la détention préventive généralisée. Vous avez dénoncé cette culture judiciaire du procès de masse qui transforme nos magistrats en gestionnaires de flux statistiques et compresseurs de temps. Mais quelque chose m'intrigue, monsieur l'orateur. N'opérez-vous pas avec le scalpel du spécialiste quand c'est le patient tout entier qui agonise? Suivez-moi un instant dans ce raisonnement. Vous dénoncez l'État pénal interventionniste, je vous suis totalement. Vous fustigez la justice statistique, je vous suis toujours. Vous pointez l'érosion des droits des justiciables, je vous suis encore. Mais monsieur l'orateur, d'où vous vient ce manque d'ambition? Enfin, quel affreux mal vous a frappé? Moi qui vous connais depuis bientôt une éternité, je ne vous ai jamais vu ainsi. Alors, il fallait bien que vous me déceviez une fois, mais de grâce, faites que cela soit la dernière, mon petit cœur ne pourrait le supporter davantage. Pourquoi, diable, vous arrêtez à notre procédure pénale quand le mal dépasse toutes les frontières? Pourquoi rester dans votre spécialité si étriquée quand la maladie est universelle? Pourquoi vous attachez à soigner un seul organe quand c'est tout l'organisme qui souffre? Le mal n'est pas dans nos lois seules, mais dans nos cœurs, non dans nos codes, mais dans nos erreurs. Alors certes, vous guérissez les symptômes institutionnels avec la maestria du grand praticien. Moi, je diagnostique ici la maladie de l'âme humaine et les dysfonctionnements de l'humanité. Car voyez-vous, ce que vous décrivez si finement, monsieur l'orateur, je le vois partout ailleurs. Pendant que nous débattons de nos 5 par 5, à Gaza, on a exterminé et on extermine encore aujourd'hui par milliers. Alors je vous pose la question à tous. N'est-ce pas la même maladie? La même déshumanisation? La même logique implacable? Car, monsieur l'orateur,
Vous critiquez nos preuves illégales, là-bas on légalise l'illégal par la force froide, brute et le meurtre généralisé. Vous épinglez notre justice du chiffre, mais voici d'autres statistiques autrement plus terrifiantes. Plus de 70 000 morts en 2 ans. Plus de 19 000 enfants tués. Plus de 170 000 blessés, dont 45 000 enfants. Cette déshumanisation que vous dénoncez aux justiciens n'est-elle pas devenue la règle absolue de ce monde ? Cette logique sécuritaire que vous critiquez ne règne-t-elle pas partout où l'efficacité prime sur l'humanité ? Gaza n'est pas seul dans cette tragédie, mes chères consoeurs, mes chers confrères. Pendant que nous analysons les mécaniques de notre justice pénale, le monde entier sombre dans la barbarie. En Angola, 2,2 millions de personnes ont besoin d'aide d'urgence. Au Soudan, 25 millions de personnes, la moitié de la population, nécessitent une assistance humanitaire. En République centrafricaine, 1 personne sur 5 est déplacée par les violences. À Madagascar, au Burkina Faso, au Mali, des peuples entiers oubliés par nos médias. 300 millions de personnes ont eu besoin d'aide humanitaire en 2024. Le chiffre reste inchangé en 2025. Le sera-t-il en 2026 ? Il y a quelques jours, en scrollant jusqu'à m'oublier, j'ai lu que le divorce de Jennifer Lopez avait généré 115 000 articles de presse. Alors oui, je le confesse, je suis fan de J-Lo. Je ne comprends par ailleurs pas qu'on puisse en divorcer, mais soit. Combien d'articles pour la crise en Angola ? Moins de 2000. Nous vivons dans un monde où l'amour des célébrités compte plus que la survie des peuples. Voilà la vraie maladie, monsieur l'orateur. Nous soignons les symptômes locaux pendant que la gangrène mondiale progresse. Nous participons d'une époque où notre sens de la survie a été engourdi par les distractions et corrodé par l'apathie. Nous ne parlons pas ici d'une époque révolue ou d'une dystopie, nous y sommes. C'est ici et maintenant le retour de l'impérialisme et de la violence colonisatrice. Et pourtant, nous ne devons pas désespérer. Reconnaître le mal, c'est déjà le combattre. Et l'essentiel, c'est que de chaque crise, on trouve des héros. Des médecins qui soignent, des journalistes qui témoignent, des avocats qui défendent. C'est ici que nous intervenons, nous, gardiens du droit. C'est aussi ici que je dois vous expliquer pourquoi Hannah Arendt nous éclaire. À quel point ces enseignements résonnent encore aujourd'hui, lorsqu'elle évoque la banalité du mal, et qu'elle souligne que c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Pas dans la stupidité, mais dans l'incapacité à penser. Eichmann, monsieur l'orateur, n'est né ni monstre ni fou. Il appliquait des procédures, il respectait la légalité de son époque, il suivait les ordres de sa hiérarchie, il gérait des flux avec efficacité, il ne pensait pas. Il en est devenu l'odieux visage de la solution finale. Monsieur l'orateur, ne reconnaissez-vous pas là nos institutions d'aujourd'hui ? Appliquer des protocoles sans jamais les questionner, suivre des objectifs sans en mesurer l'humanité, ou plutôt l'absence d'humanité. Discuter de surpopulation carcérale en termes de statistiques sans en comprendre le sens concret. Vous voyez, monsieur l'orateur, vous aussi, vous dénoncez avec brio cette banalité du mal, cette rengaine qui sévit dans nos prétoires. Moi, je vous dis que cette banalité règne surtout dans nos chancelleries qui ferment les yeux sur les génocides, dans nos médias qui comptent les morts comme des cotes en bourse, dans nos parlements qui votent des budgets d'armement records, dans nos consciences qui préfèrent ne pas voir l'inacceptable. Voilà 2 siècles qu'Edmund Burke nous alerte. Les hommes méchants n'ont besoin de rien de plus pour parvenir à leur fin que d'hommes bons qui contemplent sans intervenir. Et nous, que faisons-nous ? Nous contemplons brillamment, nous analysons magistralement, nous dissertons éloquemment pendant que le monde brûle atrocement.
Monsieur l'orateur, vous terminez votre propos par cette magnifique référence à Rosa Luxembourg et son rossignol qui chante dans la tempête. Vous confessez avec une humilité qui vous honore ne pas avoir eu le courage du rossignol ce soir-là. Moi non plus, monsieur l'orateur. Mais Rosa nous a aussi légué cette autre vérité, terrible et libératrice. Ceux qui ne bougent pas ne sentent pas leur chaîne. Mes chers confrères, mes chères consoeurs, sentons-nous nos chaînes? Je vous pose la question. Sentons-nous les chaînes de notre conformisme? Sentons-nous les chaînes de notre prudence institutionnelle? Les chaînes de notre silence? Car tant que nous ne bougerons pas, nous ne sentirons rien. Nous demeurerons dans notre confort, dans nos habitudes, dans nos certitudes, enchaînés à un système qui déshumanise, enchaînés à une logique qui brise, enchaînés à une indifférence qui autorise l'inacceptable. Vous savez, il existe 2 silences, et Rosa Luxembourg les connaissait bien. Le silence de peur, celui de Rosa elle-même, qui savait que ces mots lui coûteraient la vie. Celui de ceux qui voient mais n'osent pas parler. Celui que nous comprenons parce que nous sommes profondément humains. Et le silence de complaisance, celui qui nous permet de nous concentrer sur nos petites réformes locales, celui qui nous autorise à ignorer l'urgence planétaire, celui qui fait de nous des complices par omission. Ce silence-là, mes chers confrères, mes chères consoeurs, c'est le ferronnier qui forge nos chaînes invisibles. C'est l'étau qui a brisé des civilisations entières à bas bruit. C'est le charbon ardent qui consume nos consciences, laissant derrière lui les cendres d'une justice muette et complice. Et tant que nous ne bougeons pas, nous ne sentons rien, ni nos chaînes, ni l'odeur du bois. Vous avez raison, monsieur l'orateur. Nous sommes le cœur de l'état de droit. Mais je vous le dis et je vous le crie, l'état de droit ne s'arrête pas à nos frontières. Notre serment ne nous lie pas qu'à nos clients belges, voire internationaux, pour les plus chanceux d'entre nous. Il nous engage face à l'humanité tout entière. Il nous lie face à ceux qui souffrent d'injustice, où qu'ils soient. Car promouvoir les droits humains, ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Quand des enfants sont massacrés au nom de la sécurité, l'avocat ne peut se taire. Quand des peuples sont exterminés sous couvert d'une pseudo-légalité, l'avocat ne peut détourner le regard. Quand des génocides se commettent avec la bénédiction silencieuse des puissants, l'avocat ne peut invoquer sa neutralité. Quand l'humanité se désagrège, l'avocat doit retrouver sa voix, sa force, son courage. Nous ne sommes pas que les gardiens du temple pénal belge, nous ne sommes pas que les techniciens du droit procédural, nous sommes les veilleurs de l'âme humaine, nous sommes les sentinelles de la dignité universelle. Notre mission n'est pas seulement de corriger les bugs du système judiciaire national. Elle est de diagnostiquer et de soigner les virus de l'inhumanité planétaire. Si nous laissons Gaza, le Congo, le Soudan, l'Iran redevenir normal, acceptable, banal, que se passera-t-il demain? Si nous acceptons que l'extermination soit un outil de gouvernance, qui sera le prochain peuple visé? Si nous normalisons le génocide par notre silence, quelle sera la prochaine étape de cette descente aux enfers? Je vous pose ces questions et j'attends des réponses. Car voyez-vous, la logique que vous décrivez avec précision, monsieur l'orateur, cette justice efficace qui sacrifie les droits humains, cet état pénal qui broie les droits, cette déshumanisation institutionnelle, elle n'est que le commencement. Elle s'étend, elle progresse, elle métastase. À moins que nous, avocats, derniers gardiens de l'humain, retrouvions notre voie. À moins que nous bougions enfin, à moins que nous brisions définitivement nos chaînes. Vous aurez compris qu'en préparant ce discours, j'ai beaucoup pensé à la mise en garde d'Hannah Arendt, celle qui nous souffle que la mort de l'empathie humaine est l'un des premiers signes et le plus révélateur d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Mais j'ai aussi pensé à celle de Camus, qui nous chuchote à raison qu'il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l'action. On peut rester longtemps dans la contemplation d'un idéal, on peut le regarder, le laisser grandir, se bercer de la seule conscience qu'il existe en nous. Mais il arrive un moment inexorable où contempler ne suffit plus, où l'on ne peut plus rester sur le seuil, où l'on doit avancer, parler, risquer. Une urgence véritable, qu'elle soit poétique, politique ou intime, finit toujours par pousser les épaules vers l'avant.
Il y a certaines choses qui relèvent de la respiration et on ne peut s'en passer. L'amour chez Éluard, la justice chez Camus, la liberté chez Hugo. Tout cela dépasse l'envie pour atteindre l'ordre profond, presque organique de ce qui nous permet d'être pleinement humains. Vous ne défendez pas ce que vous aimez, vous défendez ce sans quoi vous ne pourriez plus vous aimer vous-même. Alors, lorsqu'Éluard dit « Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs », le poème se fait passage, respiration, engagement. Camus lui répond « Il est temps ». Hugo lui conclut que le temps de l'ignorance est fini. Et ces voix aimantes, existentielles et conscientes finissent par dire la même chose. Ce qui est nécessaire n'attend pas, ce qui est nécessaire exige, ce qui est nécessaire nous met debout. Vous me demanderez comment traduire cette mission en actes concrets, comment les briser, ces chaînes. Je vous répondrai par ce que nous pouvons faire dès ce soir, dès demain. Que notre ordre prenne systématiquement position sur les violations les plus graves du droit international. Sortons de notre neutralité de façade. Osons nommer l'inacceptable. Bougeons et offrons notre expertise aux ONG humanitaires. Soutenons les procédures devant les juridictions internationales. Formons-nous au droit international humanitaire. Intégrons ces enjeux dans notre formation continue. Enseignons à nos jeunes consoeurs et confrères cette dimension universelle. Madame la bâtonnière, considérez cette motion de censure comme officiellement déposée. Car si nous agissons ensemble, nous bâtirons cette utopie dont nous avons tant entendu parler, celle de l'espoir retrouvé. Monsieur l'orateur, vous avez brillamment montré la maladie. Maintenant, soignons le malade. Vous avez diagnostiqué la pathologie institutionnelle, élargissons le diagnostic à la pathologie civilisationnelle. Car si nous réussissons, et nous réussirons à rallumer l'humanité dans le cœur des femmes et des hommes, le reste suivra naturellement. Les lois redeviendront justes, les procédures retrouveront leur sens, les magistrats redécouvriront le temps de juger, la justice retrouvera son âme. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Madame la bâtonnière, vous aurez bientôt la lourde tâche de synthétiser nos propos divergents et convergents, surtout convergents. Monsieur l'orateur, vous avez eu 1000 fois raison de nous parler du rossignol qui chante dans la tempête pour dissiper les ténèbres. Mais Rosa Luxembourg nous a aussi appris ceci. Le rossignol ne chante pas que pour lui. Il ne chante pas pour sa survie personnelle. Il chante pour réveiller le monde endormi. Il chante pour briser les chaînes de tous ceux qui ne bougent pas. Il chante pour chasser l'habitude et la peur. Il chante pour que chaque silencieux, contraint ou non, trouve enfin le courage de se lever et de dire non. Alors aujourd'hui et maintenant, dans cette enceinte solennelle, soyons ces rossignols. Pas seulement pour réformer notre justice pénale, mais pour réveiller l'humanité endormie, pour secouer l'indifférence installée, pour briser les chaînes de la complaisance. Car un jour, et ce jour viendra plus vite que nous ne le pensons, on nous demandera « Qu'avez-vous fait quand la justice perdait son âme ? Qu'avez-vous fait quand l'humanité s'estompait ? Qu'avez-vous fait quand les enfants mouraient et que le monde gardait les yeux clos ? Qu'avez-vous fait quand le rossignol appelait au secours dans la tempête ? Nous pourrons alors répondre la tête haute et le regard clair. Nous avons bougé, nous avons senti nos chaînes se briser, nous avons refusé le silence complice, nous avons chanté dans la tempête, nous avons choisi l'humanité contre la barbarie, nous avons choisi la justice contre le chaos, nous avons choisi la lumière contre les ténèbres. Et nous, avocats, nous serons comme Cyrano, de ceux qui soufflent et qu'on oublie. Les plus rêveurs nous compareront à des rossignols, les plus cyniques à des pigeons. Monsieur l'orateur, vous aviez raison. Nous ne devons plus jamais manquer de courage. Mais j'ajoute, et je l'ajoute solennellement, plus jamais notre courage ne doit manquer d'ambition. L'ambition de soigner non seulement notre humanité, l'ambition de soigner l'humanité des maux que l'on pensait incurables. Et comme Steinbeck, je rêve de ce monde où l'incroyable viendrait enfin à advenir. Je veux croire qu'il y a des histoires où les plans les mieux conçus des souris et des hommes se réalisent.
Madame la bâtonnière, à vous maintenant de nous montrer la voie vers cette guérison nécessaire. Mais avant que vous ne preniez la parole, laissons résonner une dernière question dans cette enceinte. Quand nous sortirons de cette salle, serons-nous toujours enchaînés ? Le choix nous appartient, l'histoire nous attend, l'humanité nous regarde, Rosa Luxembourg nous inspire, ne la décevons pas.